Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades mutualistes. Madame la ministre, c'est un très grand honneur de vous accueillir ici à Agen pour le 44e congrès de la mutualité française. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que le cœur de l'action mutualiste, c'est d'être au plus près des besoins de nos concitoyens, là où ils demeurent, en proximité. En cet instant, je pense aux 35 millions de personnes que nous protégeons, à qui nos mutuelles apportent des couvertures en santé, en prévoyance, en épargne retraite, en dépendance. Je pense également aux plus de 6 millions de personnes que nous soignons et accompagnons grâce à nos 3000 services et établissements de soins d'accompagnement mutualistes. Enfin, je pense aux millions de personnes à qui nos mutuelles, groupes et unions mutualistes proposent plus de 25 000 actions de prévention chaque année, partout et pour tous. Nous sommes ici parce que nous sommes à un moment clé de notre histoire. À l'heure des 80 ans de la sécurité sociale, il est urgent de réaffirmer les principes de solidarité qui la sous-tendent, de repenser le système de santé pour qu'il réponde aux besoins, de questionner le financement de la protection sociale pour en garantir la pérennité. Nous aurons à écrire nos futurs ensemble. En effet, comment continuer à se soigner bien partout en France? Comment garantir à chacun, chacune, le bon niveau de protection? Comment faire en sorte que les gens puissent se soigner en fonction de leurs besoins et y contribuer selon leurs moyens? Voilà quelques-unes des préoccupations exprimées par nos concitoyens. Ces questions, j'en suis convaincu, seront au cœur des échéances électorales futures de notre pays. Elles nous obligent à faire des choix clairs quant à la manière de faire société, de vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres. Nous aurons à y apporter des réponses concrètes avec exigence et pragmatisme. Mais avant de parler de ces mesures concrètes, commençons par un constat. La sécurité sociale n'a plus les moyens de ses missions. Avec un déficit de plus de 20 milliards d'euros, alors que nous ne sommes ni en crise économique ni en crise sanitaire, force est de constater que le système de santé, le modèle de protection sociale sont à bout de souffle à cause d'une vision court-termiste, d'une approche purement comptable. Sans oublier le champ de la cohésion sociale de la petite enfance au grand âge, percuté, fragilisé par des logiques purement financières au détriment de l'intérêt général. Vous le savez, Madame la Ministre, la fuite en avant des déremboursements depuis quelques décennies par des mesures de transfert, des coups de rabot, font que les complémentaires santé sont touchés en rebond, par ricochet. Aussi, je veux le dire ici solennellement, nous contesterons par tout moyen toute perspective d'une nouvelle augmentation de la taxe sur les complémentaires santé. Nous sommes le pays où la santé est la plus taxée en Europe, et de loin. Cette solution de facilité est aussi inefficace qu'injuste, aussi inadaptée que contre-productive. De même, l'obsession de vouloir cadenasser les initiatives des organismes complémentaires par de l'hyper-réglementation aboutit au fait que les assurés sociaux sont cantonnés à un rôle de consommateurs plutôt que d'être encouragés à devenir acteurs de leur parcours de santé. Par ailleurs, la défiance entretenue dans notre pays quant à l'utilisation et au partage des données freine l'innovation et la capacité à développer des approches personnalisées, prédictives, participatives en matière de prévention, ce qui nuit aux patients et coûte si cher à notre système de santé. C'est une vraie perte de chance. Enfin, et je veux insister là-dessus,
Il est temps, il est grand temps de renoncer au carcan de l'annuité budgétaire qui nous empêche d'agir. Madame la ministre, passons de la parole aux actes. Aujourd'hui, nous travaillons trop isolément les uns des autres, sans une vision partagée, sans perspective. Trop souvent, nous évoluons dans des couloirs de nage distincts, alors que nous sommes toutes et tous dans le même bassin. Aussi, les remous, les vagues des uns éclaboussent mécaniquement les autres. En résumé, à ceux qui prétendent résoudre le déficit abyssal de l'assurance maladie par des mesures petit pied, à ceux qui veulent renoncer au solidarisme, pourtant inhérent à notre protection sociale, à ceux qui financiarisent progressivement et méthodiquement le système par pure logique de profit, je veux le dire ici, nous ne nous résignons pas. Nous ne renoncerons ni à nos valeurs, ni à notre capacité de mobilisation. Mission écologique, numérique et surtout démographique, il est urgent. Il est urgent d'agir. La procrastination ne saurait être une option. Entre l'écueil de l'étatisation voulue par quelques-uns ou celui tout aussi mortifère de la financiarisation défendue par d'autres, nous, mutualistes, nous sommes convaincus qu'une troisième voie existe, soutenable, durable et surtout solidaire. Cette troisième voie suppose deux principes fondateurs, la responsabilité et la confiance. Deux mots indissociables l'un de l'autre. Que vous soyez professionnel de santé ou du lien, pouvoir public, usagers, mutualistes, chacun a une responsabilité forte quant au rôle à jouer pour le bon fonctionnement de notre modèle, son financement, reposant sur un principe de répartition solidaire. Nous devons renouveler le pacte social pour que chacun puisse y prendre sa pleine place. Ce nouveau pacte social devra permettre de refonder le socle de confiance, d'adhésion, de contribution consubstantielle à la compréhension de notre modèle. La sécurité sociale, comme les mutuelles, ne peuvent être réduites à un rôle de guichet payeur, devant solvabiliser des attentes qui, quelquefois, sont devenues déraisonnables de la part de quelques consommateurs aussi insatisfaits qu'insatiables. Le sens, l'essence même de la protection sociale devra être questionnée, repartagée. Parce qu'elle est solidaire, notre protection sociale suppose une citoyenneté sociale caractérisée par la responsabilité de chacun. Tout d'abord, la responsabilité des assurés sociaux, qui doivent pouvoir recourir aux bons professionnels de santé toutes les fois où c'est utile et nécessaire, ce qui implique de la pédagogie à leur attention. Ensuite, la responsabilité des professionnels de santé, qui doivent prescrire en fonction de... Pour finir, la responsabilité des pouvoirs publics, qui doivent redéfinir l'aménagement du territoire en santé, en fonction des besoins populationnels, des projections démographiques, des spécificités territoriales, avec pour seule boussole l'exigence de la qualité des prises en charge. Enfin, nous attendons de l'État qu'il assume pleinement son rôle de garant des principes, qu'il détermine les orientations attendues en matière de santé publique, qu'il assure l'évaluation et le contrôle du bon fonctionnement de notre modèle, qu'il interroge sur un principe pollueur-payeur, les moyens de rendre responsables et de faire contribuer les acteurs économiques à réparer les conséquences de leur activité sur la santé. Vous le voyez, Madame la Ministre, chacun est prêt à prendre sa part en responsabilité. Nous, mutualistes, nous sommes prêts à prendre la nôtre,
comme nous l'avons fait tout au long de notre histoire, en adaptant nos couvertures aux différentes situations de vie, aux besoins des populations, au travers de nos services de soins, d'accompagnement mutualiste ou de délivrance de biens médicaux, ou comme préventeurs. Cette troisième voie nous engage à prendre des mesures rapidement dans 5 directions, car un certain nombre de questions ne peuvent attendre 2027. Tout d'abord, face à la crise de l'attractivité des métiers du soin et du lien, essentiels à notre cohésion sociale, nous devons revaloriser et mieux reconnaître les missions de ces professionnels. Face à la difficulté d'accéder effectivement aux soins sur tous les territoires, nous devons promouvoir, essaimer, développer des équipes de soins traitants par une coordination des professionnels de santé renforcée, par un partage des compétences et des informations au travers mon espace de santé. Face à la redondance des soins, à la démultiplication des prescriptions, nous devons rechercher l'efficience en nous appuyant sur les préconisations de la Haute Autorité de Santé pour une meilleure prescription, avec pour seul objectif l'amélioration des parcours sans augmentation du reste à charge des patients. Face à l'augmentation sans précédent de la fraude dans notre pays, estimée par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale à 13 milliards, nous devons renforcer les contrôles et les sanctions, permettre le partage d'informations entre l'assurance maladie et les complémentaires, ce qui suppose un changement de législation. Enfin, face à l'augmentation structurelle des dépenses de santé et leur impact en rebond sur le coût des complémentaires, nous devons redéfinir le périmètre du contrat solidaire et responsable, engager une évaluation partagée du bilan du 100% santé, avec pour ambition être en capacité de proposer des couvertures accessibles, notamment aux jeunes, aux chômeurs et aux retraités. Vous le voyez, face à chacun de ces défis, des solutions concrètes existent. Nous y avons travaillé, réfléchi, souvent avec d'autres, pour trouver les bonnes réponses. Nous ne voulons pas être des commentateurs, mais bien des acteurs engagés, lucides et exigeants, pour pouvoir agir concrètement en responsabilité afin de restaurer la confiance de nos concitoyens dans le système de santé et le modèle de protection sociale. Au-delà de ces mesures à prendre dans les prochains mois, nous pouvons, nous devons même, nous voulons agir à plus long terme. Nous voulons assurer le financement de ce bien commun qu'est la protection sociale, patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Nous voulons réinterroger l'articulation entre le régime obligatoire et les régimes complémentaires. Quant à leur périmètre, rôle et missions respectives, pour mieux prévenir et gérer le risque, bien évidemment, mais aussi pour renforcer l'accès aux droits de tous. Nous voulons que la prévention soit reconnue comme une prestation en nature et en service, pour permettre à chaque organisme complémentaire dans l'exécution du contrat de pouvoir personnaliser la prévention, seul moyen de réduire structurellement les inégalités en santé. Nous voulons généraliser la prévoyance à tous les actifs, quel que soit leur statut et leur champ professionnel. Nous voulons adjoindre à la complémentaire santé une couverture dépendance mutualisée par répartition solidaire. Nous voulons faciliter le développement de l'épargne populaire pour que chaque personne puisse anticiper ses projets, ses besoins futurs, sa retraite ou d'éventuels aléas. Enfin, nous voulons définanciariser la protection sociale pour que nos cotisations sociales et fiscales n'aillent plus renflouer des fonds de pension étrangers, de retraités à Miami, d'actionnaires en Australie ou la pyramide de Ponzi d'Assurtech en mal de rentabilité.
Toutes ces ambitions ont un seul point commun: faire en sorte que tout le monde protège tout le monde par des couvertures mutualisées. Vous le voyez, il n'y a pas de fatalité qui ne résiste à une volonté commune. Nous pouvons aller plus loin ensemble. Hissons-nous à la hauteur des enjeux du moment. Nous ne réussirons pas les uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres. Comme il y a 80 ans, malgré nos différences d'intérêts, nos potentielles divergences d'appréciation, nos éventuels désaccords, mettons-nous autour de la table. J'en appelle à l'organisation d'états généraux de la santé et de la protection sociale. Pour réussir ces états généraux, la mobilisation des acteurs de la société engagés est un prérequis démocratique indispensable. Partenaires sociaux, syndicats de professionnels de santé, associations de patients, élus locaux, organisations de l'économie sociale et solidaire, en plus des financeurs de la protection sociale. Nous devons débattre avec toutes les parties prenantes, sans exception, au plan national comme en région, pour pouvoir inventer, inspirer les solutions et les solidarités de demain. J'en suis convaincu, nous serons capables de faire émerger des solutions communes, utiles à tous et à chacun. Alors, travaillons ensemble. Travaillons ensemble à l'établissement d'un diagnostic partagé. Travaillons ensemble pour échanger, réfléchir, afin d'éclairer les alternatives structurantes à arbitrer pour que nos concitoyens puissent décider en toute connaissance de cause pour eux et pour les autres. Nous aurons à déterminer quelle part de richesse nous entendons allouer pour notre protection sociale pour les 10, 20 ou 30 ans à venir. Nous devrons réinterroger la répartition des efforts entre les ménages, l'activité économique, redéfinir la ligne de partage entre capital et travail dans le partage de la valeur, déterminer quelle contribution demander à chaque génération. C'est par cette mobilisation collective que nous éclairerons les enjeux du débat public. C'est par cet équilibre juste et solidaire dans les répartitions des efforts que nous ferons société, que nous réenchanterons la fraternité, que nous assurerons la cohésion sociale, creusée de notre République démocratique, laïque et sociale. Alors, et seulement à ce moment-là, nous aurons fait œuvre utile. Je vous remercie. Madame la ministre, je vous invite à la tribune. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir chaleureusement Madame la ministre Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille. Mesdames les représentantes du maire d'Agen, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs, Madame
et messieurs les parlementaires, cher Thierry Baudet, monsieur le Président, merci à vous toutes et tous pour l'accueil qui est le vôtre ce matin. Alors, je commence mon propos par vous demander de bien vouloir excuser le Président de la République, parce qu'il est en fait retenu par la situation internationale et cela vous fait sourire. Malheureusement, la situation internationale ne nous fait pas vraiment sourire. Et je dois vous dire que je devais vous transmettre sa volonté de vous dire son attachement à la sécurité sociale, à la place qu'occupe la mutualité dans notre modèle social. Et je crois, mesdames et messieurs, que ces deux messages, au-delà et dans le respect des convictions de chacun, démontrent bien la prise de conscience qui est celle que vient d'évoquer le président Chenu, c'est-à-dire effectivement deux enjeux absolument majeurs, notre modèle social d'un côté et de l'autre côté, l'un des acteurs majeurs, à savoir la mutualité. Et c'est la raison de ma venue à vos côtés aujourd'hui, parce que effectivement, dans l'esprit de nos concitoyens, et je pense, comme l'a fait le président Chenu, à l'ensemble des Françaises et des Français mutualistes, mais je pense aussi évidemment à ceux qui ne le sont pas. Et quand on parle sécurité sociale pour nos concitoyens, on parle carte vitale, on parle patrimoine commun, pour certains trésor national, pour d'autres déficits, pour d'autres fraudes. Voilà, s'il y avait un nuage de mots derrière moi, on verrait s'afficher plein de mots qui viennent à l'esprit de nos concitoyens. Mais s'il devait y en avoir un seul capable de fédérer tout le monde, ça serait le mot d'attachement. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle notre modèle social est encore aujourd'hui fondé, fait encore sens, c'est précisément celui de notre sécurité sociale. Alors, ça a été dit, 80 ans, c'est l'âge de la sécurité sociale, au mois d'octobre. Elle reste au cœur de nos vies et elle est incontestablement au cœur des enjeux que traverse la société. Parce qu'effectivement, elle soigne, elle protège, mais c'est vrai qu'elle porte également les stigmates du temps. Ça a été dit, un financement qui interroge, une inquiétude sur l'organisation de sa soutenabilité et une question qui nous concerne tous, c'était l'invitation de votre président, peut-elle encore tenir ses promesses dans un monde tellement transformé? Et c'est ça ce à quoi vous nous invitiez, Monsieur le Président. Parce que si on regarde l'espace d'un instant la situation il y a 80 ans, effectivement, le monde a changé. Le monde a changé parce que, bien évidemment, notre démographie n'a plus rien à voir. Dans les années 50, les classes d'âge, c'est 900 000 personnes. Au moment où nous parlons, si je prends le chiffre 2024, c'est 640 000 naissances. L'âge moyen du décès dépassait pas la soixantaine, un peu plus que 60, mais en tout cas n'allait pas à 70 ans. Vous connaissez les espérances de vie aujourd'hui. On commençait à travailler à 15 ans, on travaillait plus longtemps. Donc autant d'éléments qui ont incontestablement changé le modèle. Et tous ces éléments, les Français les connaissent. Ils sont 9 sur 10 à redouter que demain, la sécurité sociale ne puisse plus continuer à se financer. Et pour autant, 8 sur 10 font confiance à la sécurité sociale pour les soigner. Et là encore, c'est un élément qui nous oblige, cette notion de confiance, l'attente de nos concitoyens et le fait de dire « oui, en France, il y a des réponses ». Toutes celles et tous ceux qui ont eu l'expérience, ne serait-ce que d'un bobo à l'étranger, ont vite remarqué la force de notre système. Et c'est cet impératif-là que nous voulons absolument maintenir, c'est-à-dire cette capacité à articuler la garantie de la protection et la survie de ce modèle, faire vivre la promesse de 1945 dans la réalité de la France de 2025. Et j'oserais dire même pas la réalité de la France 2025, parce qu'en fait, ce qu'on doit préparer ensemble, ce à quoi Éric Chenu vient de nous inviter, c'est finalement préparer le centenaire
de la sécurité sociale. Parce qu'à ce moment-là, on aura effectivement été capable de répondre aux questions qui se posent et d'apporter et de construire ce nouveau modèle. Alors, il faut se dire que quand on regarde la promesse de 45, elle n'a pas surgi d'un seul élan. Elle était déjà ancrée dans un terreau fertile et précisément, je ne peux pas ne pas le dire devant vous, celui de la mutualité qui était quand même le précurseur historique du modèle social depuis 1902. C'est dire si dans ce domaine, la mutualité avait déjà montré cette notion d'entraide, de proximité, de solidarité concrète, préfigurant finalement ces valeurs qui sont le socle de notre pacte républicain. Et en écoutant le discours d'Éric Chenu, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'un siècle plus tard, cet esprit mutualiste, il est bien vivant. Il suffisait de voir vos réactions. Et quelque part, c'est cette notion-là, c'est cette alliance féconde qui doit être finalement le nid de la réflexion que nous devons conduire ensemble. Et donc, très concrètement, moi, ce que je suis venue vous dire ce matin, c'est que nous ne sommes pas sur un modèle de sécurité sociale, finalement, en hommage devant un monument figé. Nous sommes devant un monument vivant et la question que nous devons résoudre ensemble, c'est comment assurer l'avenir de ce modèle vivant. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment, derrière les chiffres, derrière les éléments, l'espace d'une seconde, se rappeler quand même que derrière les chiffres, derrière les lois, il y a avant tout des vies protégées, des parcours de soins facilités, des solutions concrètes qui changent le quotidien de nos concitoyens. C'est cela que nous cherchons à faire. Et je vous rejoins, Monsieur le Président, nous ne sommes pas dictés par les ratios et par les approches financières. Notre volonté, non, et je le dis volontairement, si nous étions guidés par les approches financières, je ne pense pas que le modèle social représenterait une dépense sur deux dans notre pays. C'est cela qu'il faut regarder, parce que, évidemment, on peut toujours considérer que ça n'est pas assez, que ça n'est pas suffisant, mais on peut aussi regarder ce qui se fait ailleurs et regarder ailleurs comment l'organisation est mise en place, comment le financement est mis en place. Et à ce moment-là, on verra que le modèle a besoin d'évoluer, mais que pour autant, il a des bases qui sont des bases extrêmement importantes et qui sont des bases sur lesquelles nous devons nous appuyer pour construire. Et le premier sujet sur lequel je voudrais absolument aller, c'est celui de la lutte contre les fraudes. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, dans un système fondé sur la solidarité, la fraude, elle a un nom. Ça s'appelle la trahison. C'est la trahison aux valeurs. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que chaque euro détourné, c'est un euro en moins pour celles et ceux qui en ont besoin. Chaque fraude, aussi marginale soit-elle, fragilise la confiance dans le modèle. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je souhaite qu'effectivement nous avancions plus loin, plus vite et dès cette année sur le sujet. Alors ça passe par différents éléments. Ça passe évidemment par une carte vitale sécurisée pour garantir l'identité des assurés et prévenir les usurpations, mais ça passe aussi par, et je le dis très clairement, par les risques de fraude de certains professionnels. Et il faut le dire, on l'a vu sur des sujets comme les audioprothésistes pour être tout à fait concrète. Ça passe aussi par ce qui peut se passer avec certaines plateformes de téléconsultation, ce sans encadrement correct. Ce sont des sujets sur lesquels il y a des brèches majeures, sur lesquels nous devons avancer. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale a estimé, vous avez cité le chiffre, Monsieur le Président, à 13 milliards les fraudes. Quand tout à l'heure les uns et les autres faisaient preuve de mécontentement sur l'approche financière de la sécurité sociale, je rappelle que 22 milliards de déficit de loi de financement de la sécurité sociale, si nous répondons au seul sujet des fraudes, nous apportons 13 milliards. C'est dire si ce sujet n'est pas un sujet anecdotique, mais qu'il est bien un élément absolument majeur de la réponse que nous devons apporter. Alors évidemment, ça ne réglera pas tout, mais c'est absolument indispensable pour restaurer la confiance. Et dans ce combat, la mutualité
a déjà joué un rôle qui est un rôle déterminant. Vous êtes en première ligne dans les domaines du 100% santé et vous êtes évidemment pleinement mobilisés pour détecter, signaler et contribuer à la sécurisation du système. Et nous souhaitons évidemment continuer à mener ce travail ensemble. D'ailleurs, j'ai pris la peine de regarder le pacte que vous allez voter à la fin de votre congrès, et votre proposition numéro 2, elle est précisément, et vous l'avez redit dans votre discours, Monsieur le Président, sur l'échange de données renforcé entre l'assurance maladie et les organismes complémentaires. C'est votre proposition numéro 2. Eh bien oui, je souhaite que nous puissions travailler sur ce sujet, parce que nous avions, et je me permets de le rappeler, déjà proposé ce cadre dans le cadre du projet de loi de finances pour l'exercice 2025 que les parlementaires avaient voté. Malheureusement, ce cadre a été censuré par le Conseil constitutionnel. Pour autant, le gouvernement souhaite continuer à travailler sur le sujet, faire des propositions nouvelles, en construisant un partenariat de confiance, en renforçant les outils de coopération et de contrôle et en garantissant la sécurité des données personnelles. Et tout ça, évidemment, on doit le faire sous l'autorité de la CNIL, mais ça, c'est logique. Mais il y a un chemin, et ce chemin, je propose que nous le fassions ensemble, plus d'efficacité, sans compromettre les libertés individuelles et la protection des données de santé. Voilà une première réponse qui me paraît absolument indispensable, parce que c'est l'un des éléments de cette citoyenneté sociale que vous avez appelée de vos voeux. Elle est à la main de chacune et de chacun d'entre nous, mais elle comporte différents volets et incontestablement, la citoyenneté doit évidemment être respectée et donc la fraude n'a pas sa place. Le deuxième élément que je voulais évoquer, vous y avez vous aussi fait allusion, c'est la prévention à chaque âge de la vie. Parce que les grandes mutations qui fragilisent le modèle social, la transition démographique est vraiment le sujet le plus déterminant. C'est le sujet le plus déterminant parce que notre pays a changé et l'organisation de notre pays doit évidemment répondre à ces changements. Notre organisation est aujourd'hui faite pour répondre à des maladies aiguës. La réalité, c'est que notre pays est confronté à des sujets chroniques. Ces sujets chroniques, vous les connaissez comme moi, il s'appelle diabète, il s'appelle maladie cardiovasculaire, je pourrais continuer la liste, et ils sont notamment liés à ces pathologies qui sont les pathologies qui accompagnent le vieillissement. Et donc, nous devons incontestablement non seulement équiper, repenser le modèle pour répondre aux besoins de nos concitoyens, mais nous devons également travailler sur notre appréhension du risque et également sur sa réponse assurantielle. Je sais, Président Chenu, que c'est un des sujets, notamment celui du vieillissement, sur lequel vous souhaitez que nous puissions avancer, parce que nous savons tous, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, qu'en 2040, le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie augmentera d'1 tiers. C'est 1 million de personnes supplémentaires à accompagner. D'ici 2070, la population des 75 ans et plus aura doublé. Ce qui veut dire très concrètement que la population française constituera une société plus âgée avec des besoins croissants en santé et des besoins d'accompagnement social. Ces besoins d'accompagnement social, c'est évidemment la formation des métiers du lien social et c'est la rémunération de ces métiers, parce qu'il y a évidemment une nécessité d'attractivité, de reconnaissance de ces métiers si nous voulons avoir les réponses dont nous avons besoin. Nos concitoyens le disent matin, midi et soir, ils veulent vieillir chez eux. Vieillir chez soi, ça a un prix, ça demande une organisation, ça demande un accompagnement. Nous devons incontestablement travailler sur le sujet et avoir capacité à le financiariser. C'est l'un des sujets, l'une des réponses attendues par nos concitoyens. Alors, évidemment, ce défi, il doit nous permettre de déterminer ensemble, vous appelez ça des états généraux, nous devons ensemble développer et nous retrouver sur nos priorités collectives. Et nos priorités collectives, elles commencent
sur la première question qui est comment soutenir le désir d'enfant dans un contexte de fatigue sociale, de frein du quotidien, de précarité, d'inquiétude quant à la fois à l'environnement, qu'il soit un environnement au sens environnemental, si je peux m'exprimer ainsi, qu'au sens évidemment géopolitique du terme. Comment garantir à chacun de vieillir dans de bonnes conditions en conservant son autonomie, sa santé, sa sécurité, et surtout comment faire qu'à chaque âge de la vie, on ait effectivement pleinement sa place dans la République. Parce que quand on parle de l'accompagnement de nos concitoyens, on commence avec les modes de garde et on finit avec effectivement le vieillissement. Et c'est tout au long de la vie que nous devons avoir ces réponses. Alors, l'un des éléments, évidemment, c'est celui de l'accompagnement, mais c'est aussi celui de la prévention. Et la clé de voûte, c'est un système équitable, soutenable et durable. Accompagner chacun tout au long de la vie, ça commence avec les nouveau-nés. Je dois vous dire que je suis particulièrement préoccupée par le très mauvais classement de la France en ce qui concerne la mortalité infantile et particulièrement la mortalité néonatale. Nous avons un sujet qui mérite d'être documenté. Ce sujet, aujourd'hui, nous sommes au 23e rang des pays de l'OCDE. C'est totalement inacceptable. Les causes, au moment où nous nous parlons, ne sont pas totalement identifiées. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de mettre en place le registre qui nous permet de déterminer les causes et qui ensuite nous permet d'apporter les réponses qui sont probablement des réponses de proximité, mais pas exclusivement des réponses de proximité, d'où la nécessité d'articuler les différents besoins. Nous avons aussi tous les enjeux qui sont ceux de la vaccination. Je pense aussi bien au papillomavirus pour le collège que la grippe pour les plus de 65 ans. Quand je vois qu'aujourd'hui, en période grippale, 80% des personnes qui sont dans les services de réanimation sont des personnes qui ne sont pas vaccinées et que l'immense majorité d'entre elles ont reçu des bons pour aller se faire vacciner, on ne peut pas se dire qu'il y a un truc qui est loupé quelque part. Et ça, nous devons ensemble travailler et nous devons accompagner et trouver des réponses. De la même manière, nous le savons tous, le tabac est un sujet, l'alcool en est un autre. Sur le tabac, c'est quand même la première cause de mort évitable. Se dire que 75 000 personnes meurent chaque année alors que ça peut être évité et que 46 000 d'entre elles meurent dans des souffrances liées à des cancers, c'est un enjeu. Relever ensemble le défi d'une première génération sans tabac, qui sont ceux qui naissent maintenant, ça vaut le coup d'essayer et je pense qu'il faut continuer. De la même manière, bon, je vous en prie, vous n'avez pas votre plaisir. De la même manière, la nutrition avec une nouvelle version du Nutri-Score pour outiller les choix de consommation et lutter contre les maladies chroniques. Je sais que je suis dans le Tarn-et-Garonne. Je sais que le Tarn-et-Garonne est un département. Lot-et-Garonne, pardon. Agen. Et je sais qu'il y a un problème de pruneau et je sais qu'il y a un problème de Nutri-Score pour le pruneau. C'est de cela dont je voulais vous parler. Et donc, dans le Lot-et-Garonne, le pruneau est effectivement sur le Nutri-Score, mais on ne mange pas... je pense que c'est un point important. J'ai eu le même cas sur le roquefort, je vous le partage. On ne mange pas 100 grammes de roquefort. On peut manger du roquefort de temps en temps. C'est pareil pour les pruneaux. Mais le Nutri-Score, c'est une aide à la décision qui permet à nos concitoyens d'être accompagnés dans les choix qu'ils font pour leur alimentation. C'est ça le Nutri-Score et ça peut aider. Et je pense que ça fait partie de la mobilisation qui est la nôtre. Je reviens sur le dispositif Mon Bilan Prévention pour vous dire que la prévention à tout âge et l'accompagnement de chacun de nos concitoyens, c'est évidemment l'une des réponses les plus concrètes sur lesquelles nous pouvons avancer. Et je sais combien la mutualité a les réseaux, les outils, les compétences et la capacité d'animation territoriale. Vous êtes en capacité d'agir sur les comportements, sur le dépistage, sur le suivi. Et c'est pour ça que oui, Monsieur le Président, je prends la main tendue et je vous dis, je veux renforcer avec vous, je veux avancer ensemble et déclinons ensemble la proposition numéro 4 de votre document. Parce que vous avez eu le mérite de travailler et vous faites des propositions.
utilisons-les. Et plus la santé sera élargie à la prévention, à l'intergénérationnel, plus elle deviendra un projet de société et non pas seulement ce que vous me reprochez, c'est-à-dire une ligne budgétaire. Je voudrais également venir sur le point qui fut le point de conclusion du président Chenu, la refondation de notre modèle social. Parce que, quelque part, mesdames et messieurs, au-delà des chiffres, ce qui nous menace, et je le vois bien quand je vous regarde et quand je vous écoute, c'est une crise de confiance qui pourrait s'installer. C'est que les Français se disent que le fondement du pacte républicain est menacé et que, quelque part, le principe même de la solidarité peut vaciller. Et notre responsabilité collective, dans le respect des convictions, qui que nous soyons, c'est effectivement de se rassembler pour repenser le modèle, pour le rendre durable, lisible, fidèle à son ambition initiale. Ça, nous le devons à celles et ceux qui étaient les acteurs du Conseil national de la République, parce que c'est cela notre obligation, c'est travailler ensemble. C'est la résistance, je sais, mais c'est ce qui a amené la République et le fondement du pacte républicain, et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé le mot République. Je voudrais insister sur cet élément qui est celui indispensable de transformer la sécurité sociale comme étant une priorité politique majeure qui réunit l'assurance maladie, les partenaires sociaux, les parlementaires, les mutuelles, les organismes, parce que ce discours-là, il est déjà, au moment où nous nous parlons, dans nos projets. Vous avez entendu les partenaires sociaux. La délégation paritaire permanente n'est pas terminée, que déjà ils nous demandent de nous retrouver autour du modèle social. Et je suis parfaitement prête à les réunir, et ça dès le mois de juillet, c'est-à-dire dans quelques jours, parce que oui, nous avons à travailler sur le sujet et nous ne sommes pas là pour réduire une ambition, nous sommes là pour travailler sur la promesse que nous devons faire, à la fois sur les retraités, sur le transfert entre les générations, sur la place de chacun dans finalement l'effort collectif. La question que nous devons nous poser, c'est combien chacun d'entre nous veut que la société mette ou consacre au modèle social. C'est cela notre débat, et comment chacun est prêt à y participer. Parce que ce n'est pas simplement une affaire entre les mutuelles et l'État, ça n'est pas une affaire entre la sécurité sociale et l'État, ça n'est pas une affaire entre les parlementaires et l'État, c'est un sujet qui concerne toute la France, tout le corps social, parce qu'il s'agit de l'avenir du pays et qu'on le voit bien, c'est cela que nous devons reconstruire pour déterminer comment nous pouvons anticiper les trajectoires, comment nous pouvons nous engager sur le long terme avec des patients mieux informés, plus conscients du coût réel de la santé. Rien n'est gratuit, personne n'a droit à rien. Nous avons collectivement une responsabilité qui est de respecter le modèle social. Et donc ce droit, il n'est valable que si nous respectons le modèle. Les prescripteurs, de la même manière, doivent être encouragés à adopter des pratiques plus pertinentes. C'est un élément, là aussi, majeur, tout comme nous devons collectivement gagner en efficience. Gagner en efficience, ça commence par lutter contre le gaspillage, les actes redondants, les prescriptions inutiles. C'est aussi valoriser les contrôles, les bonnes pratiques, optimiser les dépenses, parce que tout ça constitue des leviers d'action. Et donc, finalement, changer le modèle, c'est le sauver. Il y a des petites choses et il y a des grandes choses, parce qu'en faisant ça, nous redonnons tout son sens au respect de la solidarité. La solidarité est un bien précieux, la solidarité est un bien qui peut être menacé si elle n'est pas respectée. Et donc, notre exigence collective, c'est de rendre à la sécurité sociale sa clarté, sa pérennité, sa promesse,
c'est-à-dire un système qui protège sans s'épuiser, qui soigne sans exclure. Cela suppose d'oser les débats, d'entendre les tensions, de les écouter, de bâtir un nouveau pacte fondé sur 3 piliers, l'innovation, la responsabilité et la justice. Et c'est dans cet esprit que je suis venue vous voir ce matin, parce que je vous le redis, vos contributions ont toute leur place. Vous serez l'un des grands artisans de ce nouvel équilibre. La sécurité sociale n'est pas en fin de course, elle est juste à la croisée des chemins. Ambroise Croizat disait « La sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi et de décret, elle réclame vos mains. Rien ne pourra se faire sans vous. » Bien, vous m'avez tendu la main, je la prends et je sais qu'ensemble, nous ferons avancer les sujets pour que la sécurité sociale soit la garante du modèle de notre pacte républicain. Merci à chacune et chacun d'entre vous.